Quoi? Bon, mais enfin, si, l'esclavage est aboli en France depuis longtemps, heureusement. Ah, vous êtes là, excusez-moi, je vous avais pas vu. Je suis en train de faire ma vue de presse et je tombe sur cette info. On envisage de faire une loi pour abolir le Code noir. Alors, le Code noir, c'était un texte du XVIIe siècle qui organisait l'esclavage dans les colonies françaises. Mais il a déjà été aboli depuis très longtemps. Alors, pourquoi envisage-t-on quand même de faire une loi pour l'abolir? La question est très intéressante et en fait, cette question de l'abrogation du Code noir revient régulièrement sur le tapis. Par exemple, l'an dernier, le Premier ministre de l'époque, comment il s'appelait déjà? Attendez, c'était pas Georges Clemenceau, c'était pas Michel Debré. Si, François Bayrou. C'est vrai, il en passe tellement à Matignon actuellement qu'on a à peine le temps d'apprendre le nom du ministre que déjà on est passé au suivant. Donc l'an dernier, François Bayrou, alors Premier ministre, se voit poser la question à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, l'heure est venue pour la République de se laver de cette ignominie. La France n'a jamais abrogé le Code noir. Je découvre cette réalité juridique. Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Donc, on pourrait conclure de cet échange que, curieusement, ce texte pourtant très ancien, qui organisait l'esclavage, qui est aujourd'hui interdit en France, ne serait toujours pas abrogé. On vérifie ? Vous l'avez peut-être remarqué, mais aujourd'hui, je ne tourne pas dans mon cadre habituel. Je suis en train de faire des travaux dans mon studio pour poser une climatisation. Comme ça va me permettre de continuer de travailler cet été, même s'il fait très chaud, contrairement à l'an dernier. La question de l'abolition du Code noir vient encore de ressurgir tout récemment, non seulement avec la réponse de l'ancien Premier ministre François Bayrou l'an dernier, mais aussi avec la parution toute récente d'une tribune dans Libération. Elle est signée par plusieurs parlementaires et elle demande encore l'abolition de ce texte. Alors, ce fameux Code noir, est-il aboli ou pas? Voilà, juridiquement, il n'y a absolument aucune contestation juridique sérieuse à ce sujet. Il a déjà été abrogé en France depuis très longtemps. Mais au fait, c'est quoi l'abrogation? En gros, c'est juste quand une loi nouvelle vient dire le contraire d'une loi ancienne. On dit alors que la loi ancienne est abrogée. Bon, ça, vous le voyez, c'est simple. Prenons un exemple d'abrogation au pif, pour bien comprendre. J'ai ouvert le journal officiel au hasard et je suis tombé sur cette loi de 1972 qui en abroge une autre de 1921 qui interdisait d'importer des plants de vigne. Là au moins, c'est clair, c'est simple, on sait que cette loi est abrogée. Il n'y a pas de contestation possible là-dessus. Alors ça, c'est une application du principe selon lequel ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. La seule limite à cette liberté de modifier ou d'abroger la loi, c'est qu'il faut que ce soit une autre loi qui le fasse, ou éventuellement un texte supérieur à la loi. Alors ça, cette hiérarchie des normes, c'est quelque chose dont je vous parle régulièrement sur Vous avez le droit. Notre système juridique en France est pyramidal, c'est-à-dire que tout en haut, il y a la Constitution, puis au-dessous, il y a les traités internationaux, puis les lois, puis les décrets, les arrêtés, etc., etc. C'est-à-dire que chaque texte doit être conforme au texte qui est au-dessus de lui, et il y a un mécanisme juridique qui permet de vérifier cette conformité et d'annuler le texte qui dirait le contraire, le cas échéant. Pour revenir à l'abrogation, seule une loi ou un texte qui est au-dessus de la loi peut donc venir abroger une autre loi. Est-ce qu'une loi doit être signée pour entrer en vigueur? Oui, Tricotine, c'est le président de la République qui fait ça, mais pourquoi est-ce que tu me poses la question? Parce que moi, quand je serai élue présidente de la République, j'utiliserai mon nouveau stylo Overpen. Ah, parce que tu veux devenir présidente? Oui, j'attends mes 500 signatures pour pouvoir me présenter. Et lorsque je serai élue, j'utiliserai mon nouveau stylo Interstellar, car non seulement il est beau et il tient tout seul en équilibre sur son socle, mais en plus il est gravé à mon nom. Ah oui, c'est vrai que c'est un beau cadeau à se faire à soi-même ou à faire à un proche. Il existe en plusieurs couleurs et il y a même une rare version avec un morceau de météorite incrusté dedans. Mais dans tous les cas, il est gravé à votre nom ou à celui d'un proche. Sébastien a évidemment fait graver Tricotine sur le mien. Et d'ailleurs, Tricotine, c'est aussi le code de réduction qui vous permet d'obtenir 15% de remise sur votre achat. Mais attention, il faut le commander rapidement, car la réduction de 15% ne dure que 3 jours et après elle diminue à 10%. Mais la livraison reste gratuite en France et en Europe. Cette offre est également valable pour l'Overpen Future que vous pouvez équiper à votre choix d'une pointe roller ou d'une plume. Alors offrez ou offrez-vous un Interstellar en utilisant le code de réduction Tricotine ou le lien ci-dessous. En plus, je dis ça, je dis rien, mais c'est bientôt la fête des pères. Et en attendant, écrivez Tricotine présidente en commentaire
Ça lui fera plaisir. Revenons maintenant à notre vidéo. Donc, l'abrogation d'une loi, en théorie, c'est simple. En théorie. La théorie qui est d'ailleurs un très beau pays, où il fait bon vivre, puisqu'en théorie, tout se passe bien. Alerte humour de boomer, alerte humour de boomer. En pratique, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et là, il faut que je vous parle de l'abrogation tacite. Tous les textes de loi ne sont pas toujours aussi bien rédigés que celui tout à l'heure concernant les pieds de vigne. Ça, c'était simple et sans contestation possible. Mais parfois, l'auteur du texte n'est pas aussi précis. Il arrive qu'il se contente d'écrire quelque chose comme toutes les dispositions contraires au présent texte sont abrogées. Ou parfois même, il dit rien du tout, mais en pratique, ça revient à peu près au même. C'est ce qu'on appelle l'abrogation tacite ou l'abrogation implicite. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Lorsqu'on cherche à vous appliquer un texte, mais que vous pensez que ce texte n'est plus applicable, car il a été abrogé, eh bien, il va falloir le vérifier. Alors là, c'est un véritable boulot de juriste, un travail très technique. Il va falloir vérifier si le texte le plus récent dit bien le contraire de ce qu'a dit le texte le plus ancien, ou s'il vient seulement le compléter, ou s'il vient juste apporter une exception particulière dans un cas spécifique. Parce que dans ce cas, eh bien, la loi ancienne continue de s'appliquer dans les autres cas, et la loi nouvelle ne l'a abrogée que pour le cas particulier. Alors vous le voyez, c'est vraiment de la technique juridique. Moi j'appelle ça mettre les mains dans le cambouis du droit. Ça fait partie du boulot des praticiens, des avocats, des magistrats, mais aussi celui des universitaires qui vont guider les praticiens dans l'interprétation de la loi. Petite anecdote en passant, lorsque j'étais étudiant et que j'écrivais ma thèse, je me souviens que je découpais les morceaux de parchemin avec un stylet pour essayer de reconstituer le texte de loi initial tout en éliminant tous les articles qui avaient été abrogés. C'était long et fastidieux. Vous savez même pas ce que ça veut dire, fastidieux! Heureusement, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples grâce à Légifrance. Alors Légifrance, c'est le site officiel du droit français. Le journal officiel papier a disparu, il est aujourd'hui remplacé par Légifrance. Les textes de loi sont soigneusement tenus à jour, on peut consulter les différentes modifications, la version actuellement applicable, le texte initial, etc., etc. Tout ça, c'est très pratique et ça permet de gagner énormément de temps. Mais naturellement, ça ne concerne que les textes récents, ou les textes anciens toujours en vigueur, qui sont d'une application régulière. Parce qu'en revanche, ça ne concerne pas les textes ayant plusieurs centaines d'années et qui ont été abrogés de façon implicite. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on ne trouve pas le code noir sur Légifrance. Si vous êtes toujours là, c'est que cette vidéo vous plaît. Eh bien, des vidéos comme celle-ci, j'en produis plusieurs fois par mois. Alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Le code noir est un texte ancien et même très ancien, puisqu'il a commencé à être rédigé en 1685, il y a presque 350 ans. Mais il ne vous aura pas échappé que lors de la rédaction de cette ordonnance de Louis XIV, eh bien Légifrance et Internet en général, c'était calme. Cette ordonnance a été complétée par plusieurs autres textes du XVIIIe siècle, et c'est l'ensemble de ces textes qui a constitué ce qu'on a appelé le Code noir. Ce code organisait l'esclavage, qui hélas à cette époque était encore quelque chose de parfaitement légal. L'esclavage a été aboli une première fois, sous la Révolution 1793, mais il a été réinstitué quelques années plus tard par Napoléon Bonaparte, avant d'être définitivement aboli en 1848. Alors attention, je ne suis pas historien, je suis juriste. Donc ne prenez pas ce que je dis sur les aspects historiques du sujet pour argent comptant. Si je fais des erreurs du point de vue historique, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, même si je fais attention en écrivant mes vidéos. D'ailleurs, on approfondira tout ça prochainement sur Twitch, quand on parlera de cette vidéo. Abonnez-vous, le lien est ici et en description. Bon, ça veut dire que juridiquement, il n'y a pas de contestation possible. L'esclavage a été abrogé en France depuis 180 ans, et avec lui l'ensemble des textes qui l'organisaient. Alors pourquoi aujourd'hui la question de l'abrogation du Code noir ressort-elle? Oui, pourquoi? Parce que ce Code noir, je viens de vous le dire, il a été implicitement abrogé par tous les textes français et les engagements internationaux de la France qui interdisent l'esclavage. En droit interne, nous avons par exemple le Code pénal, qui fait de la réduction d'une personne humaine en esclavage une infraction pénale qui est passible de 20 ans de séchoir. Nous avons aussi au plan international
la Convention de Genève de 1926, qui est relative à l'esclavage, qui a été faite d'ailleurs par la Société des Nations, qui était un peu l'ancêtre de l'ONU. Cette convention a été complétée en 1956 par une autre convention des Nations Unies, et l'année suivante par une convention de l'Organisation internationale du travail qui interdit le travail forcé. Et tous ces textes sont toujours en vigueur en France aujourd'hui. Donc là aussi, le Code noir a été implicitement abrogé par tous ces textes, tant français qu'internationaux, puisqu'il leur est très clairement contraire. Bref, il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Il y a un consensus unanime sur ce point dans le milieu juridique, le Code noir est abrogé. À titre de comparaison, le même problème s'est posé voici quelques années concernant un tout autre sujet. Il s'agissait du texte qui interdisait aux femmes de porter le pantalon. Alors bien évidemment, les deux choses n'ont absolument rien à voir côté gravité, entre la gravité exceptionnelle du Code noir d'un côté et l'autre, l'aspect un petit peu plus anecdotique de l'interdiction du port du pantalon pour les femmes. Il ne s'agit évidemment pas de comparer les deux choses dans leur degré de gravité dissemblables, mais juridiquement en revanche, ce sont deux affaires qui sont des clones parfaits. Dans les deux cas, il y a abrogation implicite d'un texte très ancien parce qu'il est contraire à des textes plus récents. Concernant le port du pantalon, un sénateur avait d'ailleurs posé la question à la ministre du droit des femmes voici quelques années, et la ministre avait répondu que ce texte avait été implicitement abrogé puisqu'il était incompatible avec le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, et qui n'avait plus aucun effet juridique. Le lien vers cet échange est ici et en description, comme ça va vous permettre de comprendre ce que c'est qu'une réponse ministérielle. D'ailleurs, une affaire dont je vous avais parlé dans une vidéo de la chaîne, il s'agissait d'un petit top 5 des lois françaises les plus what the fuck, vous pouvez aller la regarder pour vous amuser. D'un point de vue purement technique, pour nous juristes, demander l'abrogation du Code noir, ça peut apparaître comme un combat d'arrière-garde, puisque l'abolition de l'esclavage a abrogé toutes les lois qui encadraient cette pratique funeste. Alors, pourquoi récemment encore cette demande d'abolition est-elle ressortie dans les médias ? Oui, pourquoi ? La question a été posée à un ancien Premier ministre l'an dernier, je vous l'ai dit, et début mai, une tribune a été publiée en ce sens pour demander son abolition. Alors, très sincèrement, toutes ces démarches, le droit n'y trouve pas son compte. Mais si le droit n'y trouve pas son compte, en revanche, l'histoire, elle y trouve son compte. C'est toute la question de ce que l'on appelle les lois mémorielles. Juridiquement, les lois mémorielles, ce sont des lois comme les autres. Elles sont écrites de la même façon que les autres, elles sont votées de la même façon que les autres, elles sont promulguées de la même façon que toutes les autres lois. Mais sur le fond, ce sont des lois qui sont à cheval entre le droit, l'histoire et la politique. Alors vous le savez, la politique, ce n'est pas du tout ma spécialité. Moi, je suis prof de droit pendant encore seulement quelques semaines, puisque je suis en train d'achever ma reconversion professionnelle pour devenir youtubeur et streamer à temps plein. On est ravis. La politique, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet, c'est plutôt le domaine d'étude d'une autre discipline qui s'appelle la science politique. Et moi, ce qui m'intéresse ici, sur Vous avez le droit, c'est de vous expliquer le droit. Et plus particulièrement aujourd'hui, l'abrogation de la loi. D'ailleurs, à ce sujet, aujourd'hui, plus encore que d'habitude, je vous suggère de laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. Vous les retrouverez absolument intactes en partant, et en plus, vous aurez appris un petit quelque chose de plus sur le droit. Donc, les lois mémorielles. En France, il y en a eu 4. Certaines de ces lois mémorielles ont créé de nouveaux droits, de nouveaux délits. C'est le cas par exemple de la loi Guesso de 1990 qui a créé le délit de révisionnisme. Elle interdit de nier l'existence du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 2 autres lois mémorielles ont été prises en 2001. La première est une loi purement déclarative. Elle se borne à reconnaître l'existence du génocide arménien de 1915, mais elle ne crée aucun droit particulier. Elle organise juste la célébration de ce génocide. Bien piètre choix de mots. Et la seconde, c'est la fameuse loi Taubira, la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. C'est son titre. Cette loi a institué une journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage qui est célébrée le 10 mai. Le 10 mai, ce qui explique la tribune parue récemment dans la presse. C'était justement à l'occasion de cette célébration qu'elle a été publiée. Bon,
j'ai pas d'opinion particulière sur les lois mémorielles. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le principe même de loi mémorielle est contesté. Il est juridiquement possible d'en faire, d'ailleurs, ça a déjà été fait, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien le rôle de la loi de faire ça? Parce que la loi ne fait bien que ce qu'elle sait faire et ce qu'elle fait souvent. Le rôle de la loi, c'est d'être normative. La loi, elle est faite pour prescrire, pour imposer, ou au contraire pour interdire, pour sanctionner. Bref, pour édicter une norme. Et c'est pourquoi on peut se poser la question de savoir si elle reste bien dans son rôle de loi en créant du symbolique. Cette question est d'ailleurs bien résumée par l'historien Gérard Noiriel, qui estime que ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire, mais ce n'est pas aux historiens de faire la loi. Si vous voulez approfondir la question, je vous encourage très vivement à lire cet article sur le site Vie Publique. Je vous mets le lien ici et en description. Ce texte a le mérite de faire une synthèse objective des débats sur le sujet, notamment en présentant les arguments pour et contre les lois mémorielles. Alors le choix, il est facile. On est pour ou contre les Loi mémorielle. Pour revenir à la demande d'abrogation du Code noir, c'est sans doute à la lumière de ces lois mémorielles qu'il faut comprendre cette demande. Même si, juridiquement, ça n'a pas beaucoup de sens. On pourrait croire que lutter contre l'esclavage, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'ensemble des discriminations, c'est quelque chose de naturel, de consensuel, de largement partagé par tout le monde, et qu'aujourd'hui, plus personne ne remet en cause l'interdiction de cette horreur absolue que fut l'esclavage. Et pourtant, récemment, l'élection du nouveau maire de la ville de Saint-Denis, M. Bali Bagayoko, a été l'occasion de constater pas mal de dérives racistes de tout poil. Ça allait des allusions voilées mais nauséabondes, jusqu'aux insultes les plus crasses. Autre exemple, la nouvelle municipalité d'extrême droite de Vierzon a tout récemment décidé d'annuler la cérémonie en mémoire de l'esclavage, au prétexte de faire des économies, alors même que cette célébration est prévue par la loi. Il ne faut donc pas croire que le combat contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'ensemble des discriminations, c'est un combat définitivement gagné et qu'on ne reviendra jamais dessus. C'est un petit peu le cas d'ailleurs de l'ensemble de nos droits et de nos libertés. Parce que nos droits, nos libertés, ne s'usent que lorsqu'on ne s'en sert pas. Et même si le Code noir est juridiquement abrogé depuis bien longtemps, en parler aujourd'hui, ça permet de ne pas oublier le passé. Et ne pas oublier le passé, ça peut permettre d'éviter qu'il ne se reproduise. Moi, j'avoue que je suis victime de déformations professionnelles. Ça fait plus de 40 ans que je fais du droit. Et depuis, les effets sont en quelque sorte devenus permanents sur moi. Un petit peu comme Obélix pour la potion magique, puisqu'il était tombé dedans quand il était petit. Alors dites-moi en commentaire si vous avez compris la situation juridique dans laquelle se trouve ce triste Code noir. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en allant admirer les stylos Overpen et profiter des 15% de réduction pendant 72 heures seulement pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Et maintenant, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Et là, tu mets en gag post-générique autre chose qu'un défaut de prononciation ou quand je me suis trompé pendant le tournage. Merci.